cette présentation. Donc effectivement, je voudrais... en fait, cette conférence, c'est une proposition que j'ai faite à l'issue de la précédente conférence et de façon un peu non réfléchie. Et maintenant, je regrette beaucoup parce que ça m'a engagé dans une galère terrible, puisque la dernière fois, j'avais essayé de traiter de la question des réfugiés anti-nazis en Alsace dans les années 30. Et dans le cadre de la discussion, quelqu'un m'a interpellé autour de la question, mais quid de l'opposition populaire au nazisme en Alsace? Est-ce qu'il y a une opposition populaire? Comment elle se manifeste? Et bon, effectivement, dans le droit fil, disons, de ce débat et de cet échange, j'ai proposé de faire quelque chose en disant, mais voilà, c'est un sujet, finalement, je n'ai pas du tout réfléchi, parce que si j'avais réfléchi 2 minutes, je n'aurais jamais proposé ce sujet, puisque cette opposition populaire, ça veut dire quelle réaction spontanée de la population non encadrée par les partis ou par les églises, et en fait, bon, ça n'existe pas tellement. Et ensuite, si, il y avait un exemple, et je vais revenir sur cet exemple qui avait été donné, notamment par Armand, qui est le cortège du Mestig de Schiltigheim en 1933. Donc voilà, c'est le point de départ de cette proposition. Mais là, je vais quand même essayer de traiter de cette question. Alors, j'ai tout de suite réduit le champ. Je ne vais pas parler de l'opposition populaire au nazisme en général, mais plutôt de l'opposition populaire ouvrière. Hein, c'est-à-dire, essentiellement, comment elle se manifeste. Effectivement, il y a un mouvement d'opposition populaire au nazisme. Encore, ça a clarifié est-ce que c'est au nazisme, est-ce que c'est au fascisme, est-ce que c'est à l'impérialisme? C'est une question, et on voit qu'il y a des variations autour de cette question. Oui, avec un premier élément sur lequel il faut insister, je pense, c'est que l'Alsace est alors on m'a demandé de ne pas faire trop long, alors je vais essayer. J'ai toujours beaucoup de mal. Non, mais l'Alsace est parfaitement et naturellement, informée de ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'un journal n'explique ce qu'est la Gestapo, ce que sont les camps de concentration, ce qu'est l'hitlérisme. C'est-à-dire qu'il y a une littérature extrêmement abondante, et en Alsace, on sait exactement ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et la dernière fois, j'avais insisté notamment sur le rôle d'un certain nombre aussi d'intellectuels dans la compréhension de ce qui se passait. Et j'avais retenu 3 exemples. Je rappelle juste pour mémoire l'exemple de Salomon Gumbach, donc un socialiste qui a joué un rôle important effectivement dans la compréhension du phénomène nazi en France, à travers les responsabilités qu'il avait tant en Alsace, puisqu'il est député de Mulhouse de 28 à 32, qu'au niveau national, ou encore d'un germaniste comme Edmond Vermeij, qui est à cette époque titulaire de la chaire de civilisation allemande à l'université de Strasbourg, qui va aussi jouer un rôle extrêmement important dans la compréhension du phénomène nazi, ou encore de Jules Albert Jäger, ou Jäger comme on veut, qui notamment crée l'Office régional d'information, qui va consacrer un travail important aussi avec la constitution d'une agence de presse, et c'est en particulier lui qui va diriger pendant toutes les années 30 le service d'information de Radio Strasbourg. Donc on est documenté à travers effectivement ce travail intellectuel, ce travail de presse, et puis aussi à travers les contacts quotidiens
qui existent en Alsace, notamment à travers les réfugiés politiques. Un sujet en ce qui concerne l'information de l'Alsace, François-Georges Dreyfus, le prédécesseur de Norbert Angers, à la culture, écrivait après le 30 juin 1934, toute l'opinion alsacienne se rend compte de ce que représente le fascisme allemand. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question au niveau de l'information. Ensuite, bon, alors, je vais aborder deux questions. D'abord, d'une façon un peu anthropologique, c'est-à-dire sur les conditions culturelles de l'opposition au nazisme et de l'expression, disons, d'une opposition au nazisme, en repartant, parce que ça me semble un cas d'école extrêmement intéressant, sur la manifestation de Schiltigheim en 1933. Et ensuite, les conditions politiques. Puisque aujourd'hui, effectivement, le discours, en tous les cas pour ma génération, et je pense aussi pour celle, bon, pour nous c'est un héritage, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un discours antifasciste qui est constitué. À l'époque, il n'y a pas de discours constitué, hein, et c'est comment il se constitue à travers un certain nombre de mobilisations populaires. Oui, je partirai parce que ça a été le point de départ de cette conférence sur le cortège de 1933 qui a été étudié par Armand. Donc c'est un grand moment de, comment dire, populaire. 1933, c'est relativement tôt, c'est un an après la prise du pouvoir par Hitler, et le comité des fêtes... Non, c'est un bon. C'est la prise de pouvoir, c'est 33. Oui. Non, il a dit 33. Oui, pardon. Donc, juste après, donc dès le... Hein, donc le cortège, comment dire, le Mesti, qui est la grande fête populaire de Schiltigheim, mais le comité des fêtes décide d'organiser le défilé sur le thème Reichskanzler in Schillig. Et avec, bon, et Armand, hein, donc là, Armand va montrer les... Je montre l'affiche du collège. Vous la connaissez. Donc, je recommande le livre, c'est moi qui l'ai fait. Je vais l'acheter à côté. Schiltigheim au XXe siècle, vous pouvez le faire passer. Et alors, on retrouve dans cette manifestation un certain nombre de chars qui représentent les grands événements de l'actualité, puisqu'il y a un char sur l'incendie du Reichstag, il y a un deuxième char intitulé « Maison de cure pour prisonniers politiques ». On vient d'ouvrir le camp de concentration de Dachau, dans lequel on enferme les opposants, à l'époque essentiellement communistes. Ensuite, mesures nazies contre l'esprit anti-allemand. Et en tête, il y a un cortège de chemises brunes, caricaturales, et pour clore la marche, c'est extrêmement intéressant, le dernier char, c'est un hommage à la République française, dernier rempart de la démocratie. Donc c'est vraiment tout un programme politique qui est mis en œuvre dans une forme qui est intéressante, puisque c'est la forme traditionnelle du carnaval. Hein, c'est-à-dire ça entre tout à fait dans la tradition carnavalesque des cortèges populaires. Avec juste un élément, ce n'est pas une manifestation complètement spontanée, je pense qu'il faut bien regarder d'où ça vient. Ça vient dans le cadre d'une municipalité, qui est une municipalité socialiste, pratiquement depuis la guerre. Hein. Zorgus, le maire, a été élu pour la première fois en 1925, et c'est porté par un certain nombre d'associations, de sociétés, de musique, chorales, sportives, qui sont toutes étroitement liées au mouvement ouvrier. C'est-à-dire que c'est l'appareil, culturel du mouvement ouvrier qui met en scène cette opposition au nazisme. Donc, et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir donc
ça s'explique par le fait que derrière, il y a effectivement ces sociétés de gymnastique, ces sociétés chorales, ces sociétés sportives, ces sociétés de mandolinistes, ces sociétés qui font du théâtre, qui se mobilisent autour de cette question, donc qui la réinvestissent et réinterprètent dans le cadre d'un langage traditionnel. On notera, mais alors là, c'est là que je me suis vite aperçu de la difficulté extrême de travailler sur cette question, puisqu'après on pouvait se poser la question, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations de ce type-là ailleurs? Vraisemblablement, mais comment dire, retrouver des traces de ces manifestations est extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'est totalement évanescent et ça ne peut être saisi que éventuellement, et c'est pas évident, je vais donner un exemple tout de suite, à travers une lecture systématique de la presse, et en particulier de la presse locale, puisqu'en général on ne retrouve de retranscription de ces événements que dans la presse locale, pas nécessairement dans la presse régionale. Et donc, c'est essentiellement à travers la mémoire. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, oui, qu'on ne garde pas. C'est pas fixé parce que c'est pas une mémoire instituée. Déjà, pour travailler, si on veut travailler, on avait essayé avec Léon Strauss, par exemple, sur tout ce qui est organisation de loisirs au moment du Front populaire, on a une extrême difficulté à retrouver des sources. Et quelque part, ça s'est pas véritablement transmis. Il y en a peut-être dans la salle qui vont me dire, mais si, moi je me souviens que dans mon village ou dans ma ville, mon père ou mon grand-père me racontait qu'il y avait eu à tel moment. Donc c'est seulement à travers éventuellement un travail très fin de recueil de mémoire populaire qu'on peut éventuellement reconstruire cette histoire. Pour moi, ça reste un enjeu tout à fait important. Je vous donne immédiatement un exemple. J'ai regardé un peu tout ce qui existe. J'ai regardé en particulier le journal de Philippe Husserl. Vous savez, c'est cet instituteur orinois de la région de Colmar, qui était le grand-père de Franck Thénault, et qui a publié ses mémoires, enfin, dont les mémoires ont été publiées plutôt par Alfred Wahl. Et lui, il note effectivement quelque chose d'extrêmement... Mais alors, c'est un an plus tard déjà. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'on retrouve effectivement cette forte emprise de la tradition carnavalesque dans l'expression, comment dire, d'une opposition comme forme d'une opposition populaire au nazisme. Carnaval, il note à la date du 11 février. 11 février 1934, c'est donc juste après les émeutes, comment dire, la tentative l'émeute fasciste à Paris, l'émeute antiparlementaire qui tourne à un affrontement violent avec la police, qui était organisée par les ligues d'extrême droite et qui fait 15 morts. Et lui note pratiquement, pas le lendemain, mais le 11 février 1934, la date est importante, carnaval, point. Les organisations ouvrières ont défilé dans les rues en guise de protestation. Il y avait peu de masques. Donc, on utilise effectivement et de façon spontanée l'occasion du carnaval pour manifester sa protestation par rapport à... ça prend immédiatement place dans une tradition populaire. Donc au-delà de ça, j'ai regardé effectivement la presse à cette date. Je n'ai pas retrouvé, alors je n'ai pas fait toute la presse alsacienne, qui est extrêmement riche à l'époque. C'est des dizaines et des dizaines de titres, puisqu'il y a pratiquement des feuilles locales pour toutes les, enfin qui renvoient au moins les cantons. Il n'y a pas de trace de cette, je n'ai pas trouvé, j'ai peut-être pas suffisamment cherché, mais c'était une piste. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est cette articulation entre expression, comment dire, d'une opposition et structure, association à caractère culturel, à caractère populaire.
et ça fait quelque part totalement partie de la grammaire culturelle populaire alsacienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le syndicat, le parti, sans cet appareil culturel. On a un bel exemple qui est aussi connu, qui renvoie, puisque c'est un moment important de mobilisation ou d'expression, comment dire, contre le nazisme, puisque c'est explicitement une manifestation qui est organisée contre le nazisme, c'est la fameuse Olympiade internationale des musiques et chorales ouvrières d'Europe, qui est organisée à Strasbourg du 8 au 10 juin 1935, et qui va regrouper pendant 3 jours plus de 3000 chanteurs et musiciens qui viennent de l'ensemble de l'Europe. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on crée il y a 2 œuvres de référence, comment dire, du répertoire ouvrier antifasciste qui sont données pour la première fois à Strasbourg. C'est, alors tout le monde ne connaît pas, il y en a certains qui connaissent peut-être, c'est le fameux chant de Libérons Tellmann, hein, Rotfront, hein, où le slogan c'est Rotfront, et on marche, et qui est d'ailleurs dans la musique, et a été composée par un musicien d'origine alsacienne, puisque c'est Charles Koechlin qui est un auteur qui appartient à la grande lignée des Dollfuss, qui est un auteur tout à fait, compositeur tout à fait novateur, très engagé politiquement. Il est proche du Parti communiste et il compose à cette occasion, pour cette occasion, ce fameux chant Libérons Tellmann. Alors bon, si j'étais un bon orateur, un bon conférencier, j'aurais dû vous mettre immédiatement, ou alors chanter, mais ça je ne me permettrai pas. Bon, alors pour ceux qui connaissent les paroles, bon, c'est une dénonciation des conditions, effectivement, qui est faite, de la condition qui est faite aux prisonniers politiques à travers le cas Tellmann en Allemagne. Tellmann, je rappelle, était l'un des dirigeants du Parti communiste. Et puis il y a un deuxième chant qui est donné pour la première fois à cette époque, qui aura aussi un succès énorme, c'est le Einheitsfrontlied, qui est le chant du front unique, et qui est composé dont les paroles ont été rédigées par Brecht, qui a été la musique composée par Eisler, et dont l'un des grands interprètes qui participe à cette manifestation est Ernst Hoch. Donc, alors là, c'est, vous connaissez le refrain, peut-être pour certains, Drum links, drum zwei, drei, wo dein Platz, Genosse ist. C'est l'un des chants les plus, comment dire, antifascistes qui a été le plus repris tout au long de la période jusqu'à la libération du nazisme. Et